Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des investisseurs, votre rendez-vous mensuel avec l'Africaine de gestion d'actifs. Et nous parlons de finances personnelles, nous parlons d'investissement. Et aujourd'hui, je suis heureux, particulièrement heureux d'avoir deux profils remarquables à mes côtés. On ne le présente plus, directeur général de l'Africaine de gestion des actifs. Monsieur Malik Amadou est avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Et avec une nouvelle carrière d'influenceur qui n'assume pas avec ses posts sur les réseaux sociaux que nous voyons passer. Et de l'autre côté, nous avons le directeur de l'École internationale de graphisme, M. Firmin Toro-Dounon, très présent aussi sur les réseaux sociaux, entrepreneur et conseiller, grand frère d'Internet donc. Et avec ces deux profils, nous allons parler aujourd'hui d'investissement dans l'UEMOA, ou plus précisément, des opportunités d'investissement dans l'UEMOA. Et donc, c'est parti. Et je vais commencer avec vous, Malik. Il y a une confusion qui se fait souvent entre les notions d'épargne et d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est la différence? Parce que beaucoup de gens épargnent en croyant investir ou beaucoup de gens pensent investir mais sont plus sur des produits d'épargne. Est-ce que vous nous expliquez comment ça marche? Merci Aaron. Effectivement, il y a une différence entre épargner et investir. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté naturellement. Et lorsque vous le faites avec la banque, elle vous rémunère de manière à ce que l'inflation ne vous fasse pas perdre du pouvoir d'achat. Donc, en réalité, quand vous épargnez, vous êtes juste en train de conserver l'argent. Investir, par contre, c'est prendre un peu de risque avec cet argent-là, dans l'espoir que ça puisse rapporter un peu plus que ce qu'on a déposé. Donc, les objectifs sont vraiment différents. Celui qui épargne cherche à conserver son argent. Lorsque j'épargne 100 000 francs, je veux conserver mes 100 000 francs dans la durée et si possible ne pas perdre le pouvoir d'achat lié à ces 100 000 francs-là. Ce qui veut dire qu'il faut que ces 100 000 francs soient en mesure de m'acheter les mêmes choses que hier ou avant-hier. Par contre, celui qui investit, lui, veut gagner un peu plus que les 100 000 francs. Donc, il prend un peu de risque. C'est la contrepartie du risque qui fait la différence entre l'épargne et l'investissement. C'est parfait. Alors, un des préjugés que l'on a sur l'investissement, c'est souvent qu'on pense que c'est réservé aux riches ou aux gens qui, comme on dit souvent, on a fait 3 repas par jour. Ça, c'est, non, c'est, et c'est un bien purement bénin. Alors, Firmin, on connaît votre parcours, on connaît, vous êtes vraiment venu d'en bas et tout le reste. Est-ce que pendant longtemps aussi, vous n'aviez pas cette idée-là de ce que l'investissement était quand même un produit réservé à une élite? Merci beaucoup, Aaron. C'est vrai, moi personnellement, c'est des notions que je n'avais pas. Pas parce que forcément je croyais que c'était réservé à une élite, mais comme on le dit dans le jargon, ça dit tu n'es pas rassasié, puis tu veux mettre de l'argent de côté. Je pense que le problème vient de plus loin, c'est une forme d'éducation. Oui. Quand on était enfant, on nous a appris à épargner, mais après l'épargne, on bouffe. Oui. C'est-à-dire quand on allait à l'école, on épargne, dans les vacances, on casse la caisse pour pouvoir payer des jeans, des tenues, et puis ça s'arrête là. Effectivement. Mais en grandissant, j'ai compris en fait que ça ne doit pas se passer comme ça. Quand on fait de l'épargne, c'est pour pouvoir en réalité investir ce qu'on ne veut pas dépenser pour le moment. Mais j'avoue, ça m'a pris beaucoup de temps avant que je puisse comprendre en fait réellement cette notion-là. Oui, mais on est tous, je vous rassure, on est tous passés par là. Et l'autre idée que l'on a souvent, Malik, c'est que quand on parle d'investissement, les gens voient de grands montants, on parle souvent en milliards. Alors, moi, j'ai envie de vous poser cette question. À partir de quel montant, concrètement, est-ce qu'on peut commencer à parler d'investissement dans notre région? À partir de combien est-ce qu'on investit dans notre région? Aujourd'hui, l'investissement a vraiment été démocratisé. Chez nous, à Aga, à partir de 5 000 francs déjà, vous pouvez investir. Et même si vous voulez moins que ça, on peut voir avec vous. Hein. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Donc, en fait, il faut comprendre que ce n'est pas une question de gros sous, ce n'est pas une question de millions, comme les gens peuvent le penser. Ah, ok. Et moi, je reviens à vous, Firmin. Quand vous avez commencé à investir, à partir de quel montant avez-vous commencé à mettre dans l'esprit de « Ok, je veux que maintenant cet argent me rapporte plus d'argent » ? Ok, je pense qu'à un moment, quand j'ai commencé par gagner un peu d'argent, j'ai voulu un peu essayer en fait, parce que je suis quelqu'un, j'ai jamais essayé les choses. Donc du coup, j'avais l'habitude de faire beaucoup des DAT, mais je comprenais vraiment pas ce que ça voulait dire. Je prenais pas vraiment trop de temps à réfléchir sur ce paramètre en fait d'investissement. Mais un jour, j'ai créé un compte, juste comme ça, j'ai pris des actions, juste comme ça, pour voir ce que ça va donner. Et 1 an et demi plus tard, en fait, je pense que j'avais mis 8 500 dedans.
Wow. Juste comme ça. Oui, Et un an et demi plus tard, j'ai appelé le gars et dit, bon, écoute, moi, je veux mon argent. Je ne comprends rien de tout ce que tu m'avais dit dans le temps. J'ai mis mon argent dedans, mais tu m'envoies des relevés. Mais je n'arrive pas vraiment à lier, comprendre ce qu'il m'envoyait. Mais quand il me fait le point, je me suis retrouvé à 11 500 000 en un an et demi. Intéressant. Là, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne cette affaire. Là, tu as pris goût. Voilà. Et dans ce temps même, j'ai contacté Malik pour mieux comprendre Comment cette affaire ça marche. Et depuis, j'ai commencé par beaucoup faire des recherches et lire beaucoup de choses là-dessus, suivre des tutos également, des vidéos sur les BFVM pour mieux comprendre cette notion d'investissement. Parce que c'est là que j'ai compris réellement qu'en fait, c'était vraiment une opportunité. Et c'est un énorme levier. Alors, l'actualité récente sur les réseaux sociaux a été marquée par des scandales d'arnaques, que ce soit arnaques dans l'agriculture ou dans tel secteur. Vous avez des gens relativement jeunes qui ont investi leur argent parce qu'on leur a promis des retours sur investissement plutôt mirifiques. Alors, moi, ça m'amène à vous poser une question parce que vous, Malik, avec la gare, vous êtes encadré, vous êtes suivi. Pourquoi est-ce qu'il est important de passer par des structures telles que la vôtre qui sont encadrées, qui ont... voilà. Ben voilà, pour des raisons évidentes, de contrôle, de conformité, de transparence, de sécurité. À mon avis, celui qui veut investir son argent, il a besoin que son argent soit en sécurité. Oui. Il a besoin qu'en cas de difficulté, en cas de pépin, il puisse avoir quelqu'un de fixe à qui s'adresser. Par exemple, ceux qui ont déposé leur argent à ICC lorsque les structures ont disparu, ils n'avaient personne à qui s'en prendre. Tu vois? Oui. Alors que dans une structure encadrée comme AGA, nous avons un agrément, il y a un régulateur, il y a des autorités de contrôle. Donc, même si nous-mêmes on voulait, on ne peut pas disparaître du jour au lendemain, comme les structures et ICC consorts ont pu le faire. Tu vois? Donc, la sécurité, c'est assez important. La transparence, les structures comme nous sommes obligés, nous avons comme contrainte d'être transparents avec ce que nous faisons avec l'argent des gens. Lorsque nous investissons, nous devons informer les clients sur les secteurs dans lesquels nous investissons, qu'est-ce que ça a généré, les frais que nous prélevons, comment c'est calculé. Le client a le droit de savoir. Donc, il y a le droit à l'information et à la transparence, qui est également une incitation. Et au-delà de ça, certes, vous allez nous dire qu'on leur propose du 200%, du 300%, nous on ne propose pas des taux pareils. Donc, cela explique pourquoi ils vont là-bas. Mais si vous prenez sur les 10-15 dernières années, quelle structure a pu proposer de manière constante dans la durée les 200% là dans la durée? Non, ça n'existe pas. Elles disparaissent toujours. Voilà, parce que certes, vous avez des rendements qui vous disent qu'ils sont élevés, mais la stabilité n'existe pas. En fait. C'est toujours des averses. En fait, ça vient pendant un temps, ça disparaît. Alors que les entreprises qui sont organisées comme nous, qui ont un agrément, depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans que le marché existe, aucune n'a jamais fermé. Les entreprises sont toujours là. Les clients qui ont déposé leur argent, c'est toujours là. Donc, en fait, il y a la stabilité que nous offrons également à ces investisseurs-là et cela leur permettra également d'être plus rassurés par rapport à leur investissement. Lorsqu'on investit, il faut souvent avoir à l'esprit la pérennité de ces investissements dans la durée. C'est très important. Ah bah, je vais rester avec vous. Vous dites que le marché existe depuis 30 ans maintenant. Alors, comment se porte ce marché dans la zone UEMOA? Écoute, la BRVM a connu des hauts et des bas, mais elle tient le coup en dépit de tout. Il y a eu des soubresauts, la crise Covid, la guerre en Ukraine. Tous ces éléments n'ont pas été sans conséquences pour nous dans la zone UEMOA et ça fait ressentir également sur le marché financier. Néanmoins, nous avons quand même le marché qui est toujours en hausse. Sur nos fonds à nous, nous avons un fonds obligataire pour les investissements sans risque, je dirais, les investissements vraiment stables sans risque, et un fonds diversifié pour ceux qui sont prêts à prendre un peu de risque et en contrepartie de ce risque-là, un rendement un peu plus élevé. Nous avons pu faire 6,73% sur le fonds sans risque et 10,03% sur le fonds diversifié. Donc, le marché a un potentiel qui est toujours là. Pour cette année qui a déjà commencé, qui est en cours, nous avons déjà atteint, en termes de projection, nous avons déjà dépassé les taux que nous avons fait l'année passée. Oui. Donc, comme vous voyez, le potentiel est toujours là. Le marché ne ment pas.
C'est parfait. Alors, vous, Firmin, vous êtes quand même un éducateur. Et donc, vous voyez passer beaucoup de jeunes, vous en formez beaucoup. Et est-ce que, selon vous, ils sont conscients de cette dynamique de l'investissement, de ce qui se passe dans la sous-région, ou en fait, ils sont totalement bleus? Du tout pas. Ils n'ont vraiment, vraiment pas cette notion d'investissement, ni de tout ce qu'on vient de parler, en fait. Je pense que c'est des choses, en fait, qu'on ne nous enseigne pas dès le bas âge. On n'a pas ce sens-là. Et comme tu l'as dit au départ, quand on parle d'investissement, d'actions ou bien obligations, tout ça, on voit que c'est des affaires de riches. Parce que souvent, quand on veut peler, on parle en termes de milliards. Tu vois, donc un jeune ou un parent ou une famille qui n'est pas même il y a des gens également qui sont riches, mais en fait qui ne comprennent pas toujours cette notion. Donc aujourd'hui, moi, je reçois beaucoup de jeunes chaque année, plus de 400, 500. Mais pour dire vrai, en fait, il n'y a aucune notion vraiment qu'ils comprennent sur tout ce qu'on appelle investissement. Ils savent juste que, OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour gagner l'argent, beaucoup d'argent d'ici là. Donc, ils vont sur OneXBet, par exemple. Bon, et voilà, et ils pensent que c'est de l'investissement, en fait. Ah bah, non. Voilà. J'ai vu passer un post où quelqu'un expliquait ça, mais bon, on en parlera plus tard. On va revenir sur le volet éducation avec vous, Firmin. Mais je reste avec vous, Malik. Quels sont aujourd'hui les secteurs les plus porteurs sur notre marché régional? Ça, c'est une question piège. Hein? Oui, oui. Non, on est d'accord qu'il est possible que demain, ce ne soit pas la même chose. Bien sûr. Ça peut fluctuer, ça, je suis d'accord. Il y a des secteurs qui ont le vent en poupe parce que la demande est là. Et cette demande n'est pas sur le point de s'affaiblir. Vous voyez la transition énergétique, la demande est là. Donc, tout ce qui concernera la fourniture d'énergie solaire, tout ça, la demande est là, elle ne va pas disparaître. La communication, certes, il y a déjà beaucoup d'acteurs établis solidement, mais ça ne va pas disparaître non plus. On a la communication, on a la mobilité. Voilà, la mobilité. En fait, il s'agit d'investir dans les grandes tendances. Premièrement, les tendances dans la zone. Premièrement, nous avons l'urbanisation rapide. Les villes sont en train de se remplir. Donc, à ça, il y a beaucoup de besoins qui se créent automatiquement. Vous avez la mobilité, vous avez la digitalisation des services. On a de plus en plus de digitalisation et tous ceux qui investissent dans le digital améliorent toujours leur rentabilité ou créent de la valeur de manière plus directe. Donc, digitalisation des services financiers, digitalisation des offres, de presque tout ce qui se consomme. Aujourd'hui, il y a de la valeur à se faire sur ces niches-là. Et naturellement, on a les secteurs de base. Il faut nourrir toute cette population. Il faut nourrir, il faut éduquer, il faut soigner. Donc, sur tous ces éléments-là, ce sont des niches de croissance, en fait. Et toute personne qui peut investir dans les chaînes de valeur liées à ces niches-là a plus de chances de rentabiliser ses investissements. Alors, moi, je vais vous poser plus la même question, Firmin, avec votre œil d'entrepreneur et d'acteur de la formation. Quel secteur aujourd'hui vous paraît, selon vous, sous-exploité ou dans lesquels on ne met pas suffisamment d'argent alors qu'il y a peut-être un potentiel de croissance? Je vais peut-être parler des secteurs, les secteurs dans lesquels on utilise plus la main. C'est-à-dire, l'artisanat et autres. Je pense que c'est des secteurs qui sont totalement sous-exploités. Par exemple, aujourd'hui, quand tu cherches des ébénistes, qu'on confond souvent au menuisier, il y a une différence. C'est hyper rare. La tendance aujourd'hui dans les décos, tu as forcément besoin d'eux, tu vois. Quand on va dans la mécanique, par exemple, la réparation des automobiles neuves, tu vois, c'est des secteurs, en fait, que aujourd'hui, il y a la tendance vers le numérique, c'est vrai, tout le monde en parle, on crie par là, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'opportunités là. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres opportunités dans les secteurs dans lesquels on ne met pas trop les médias, en fait, pour la lumière, en fait, pour pouvoir divulguer ça. Donc, voilà, donc beaucoup négligent ça sur le vent. Et je pense que, plus précisément, quand j'analyse un peu le secteur de l'éducation, en fait, en Afrique, on a plus tendance à surfer sur les tendances. Mais on ne va pas en fond, en profondeur, en fait. Donc, on suit le vent. On sort sur les tendances, mais après, on se voit qu'on est laissé sur le quai, en fait. On n'est pas allé en profondeur. Parce qu'on n'a pas construit les fondations. Exactement. Bon, ça, c'est un débat. Voilà. Alors, donc, c'est ce que je peux dire. Bah oui. Alors, on va entrer maintenant dans le concret. Je reste avec vous, Firmin. Je suis un jeune étudiant. Je viens de toucher ma bourse d'études
qui était de 400 000 francs quand moi j'étudiais, peut-être de 500 000 francs maintenant. Qu'est-ce que je peux faire de sérieux comme investissement avec? Je suppose que je n'ai pas besoin de me nourrir immédiatement avec. J'ai envie d'investir cet argent. Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je procède en fait? Bon, là, il y a 2 cas. Tu as dit qu'il n'a pas besoin de se nourrir. Oui. Il n'a pas besoin d'utiliser cet argent-là pour se nourrir. Ouais. Oui, Peut-être qu'il vient encore avec les parents. Voilà. parce que la bourse est fait pour ça, en fait. Bon, ça c'est un autre débat. Maintenant, on suppose qu'il n'a pas besoin de ça pour se nourrir. Moi, je pense qu'à cet âge, l'investissement le plus payant qu'on puisse faire, c'est l'investissement en soi-même. Donc, moi, je conseillerais à un jeune pareil, quel que soit le secteur dans lequel il est en train d'étudier, de mettre une partie de cet argent-là en bourse. Ce n'est pas pour devenir riche, mais c'est pour se familiariser avec les concepts, avec les notions, le fonctionnement, histoire de comprendre comment ça marche et acquérir les réflexes. Parce qu'en fait, ce n'est pas... beaucoup ont le fantasme comme quoi ils vont faire quelque chose un coup, ça va marcher, d'un coup, ils vont devenir riches. Mais en fait, ce n'est pas ça qui rend riche, c'est les habitudes. C'est les habitudes. Donc, il faut investir en soi, se donner les moyens d'avoir des habitudes saines. Donc, mettre une partie de ce montant-là en placement et vivre l'expérience, en fait. Suivre pour voir un peu. Il va beaucoup apprendre dans le process. C'est une manière d'investir sur soi-même. Au-delà de ça, l'investissement qui va le plus payer, c'est acquérir une compétence clé liée à son secteur d'études qui lui permettra de faire la différence par rapport aux autres professionnels comme lui qui sont en train d'étudier au même moment. Et ça lui permettra, lorsqu'il finira sa licence ou bien son master, de se distinguer clairement des autres. Donc, des compétences clés comme par exemple, on va encore revenir dessus, mais si ça ne te plaît pas, des compétences liées à l'utilisation des outils digitaux, des compétences liées à la communication. À la communication. Donc, je pense que c'est même un avocat, un chirurgien, c'est des compétences qui aideront tout le monde. En fait, c'est transversal. C'est des soft skills, voilà, qui permettront de faire la différence nettement. Une fois que la personne va se mettre sur le marché de l'emploi ou pas, que la personne décide de se mettre à son propre compte ou qu'elle aille sur le marché de l'emploi. Dans les 2 cas, c'est des compétences qui lui serviront à se démarquer du reste de la masse et finalement exploser, quoi. Donc, voilà un peu ce que moi je propose. Donc, mettre quand même une partie de cet argent-là en investissement, histoire d'apprendre comment ça se gère. Et voilà un peu. Et donc, vous, Firmin, vous racontiez tout à l'heure votre anecdote 8,5 millions à 11 millions en un an. En quoi l'investissement a-t-il changé votre vision de la gestion financière? Plus en grandissant toujours en faisant des activités, j'ai compris en fait que il y a plusieurs types de véhicules en fait qui mènent en fait à la liberté financière, c'est-à-dire à pouvoir gagner beaucoup d'argent en avance. Cette année, je me suis donné un challenge. Ça fait un mois, je lis un livre sur la psychologie de l'argent pour mieux comprendre en fait cette chose. Exactement. Vous voyez, parce que j'ai compris en fait que la notion du temps joue sur tout. Celui qui a commencé telle chose il y a 5 ans ou il y a 10 ans en arrière, si toi tu le commences aujourd'hui, il a 10 ans de plus. Il a 10 ans de plus devant toi. Et ceux qui ont compris ça tôt ont compris beaucoup de choses en réalité. Donc, moi, quand j'ai essayé et j'ai vu en termes d'investissement que c'était bon, j'ai compris qu'en fait, il fallait avoir un plan très tôt. Si j'avais eu un plan très tôt, quand j'avais commencé vraiment par faire des activités et gagner de l'argent, je pense qu'aujourd'hui, je serais plus à l'abri de certaines choses en fait. Parce que quand on parle de devenir riche ou avoir beaucoup d'argent, principalement, c'est dans le temps. Il y a une différence entre gagner d'argent, c'est-à-dire travailler pour gagner l'argent, et vraiment devenir riche en fait demain. Pour moi, c'est une notion qui dure dans le temps. Voilà, qui dure dans le temps. Donc, si moi, j'avais compris ça tôt, je pense que j'aurais plus d'avance même sur beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc, si on est un jeune aujourd'hui, par exemple, écoute, c'est hyper important de s'asseoir, de ne pas se dire forcément, OK, je ne gagne pas grand-chose. Non, ça ne suffit jamais en fait. Il dit toujours une chose, même le directeur d'une société ou bien même l'entrepreneur, même ce que lui-même gagne ne le suffit pas encore. Donc,
ça suffit jamais. Donc, c'est juste une folie de croire qu'un jour, mon salaire ou bien ce que je sera gagne va me suffisant, suffire. et c'est là que je vais Que investir. c'est là que je vais commencer. Non, ça va pas. C'est ça. Donc, Malheureusement, c'est l'erreur qu'on Non, commet. c'est ça. Il faut commencer petit, en fait. Ouais. Le plus important, c'est pas le montant avec lequel on commence, Non. c'est la stabilité qu'on met ouais. et le plan. La discipline. Le plan qu'on a derrière. Les habitudes. C'est pas le montant avec lequel on commence C'est le ça. plus. Mais pourtant, bon, quand tu regardes ça en théorie, tu vas te dire, oui, il me faut quand même 1 million. Bon, il me faut. C'est ça. Mais à quel moment tu vas mettre 1 million de côté? Voilà. Non, et à quelle régularité, Et sachant voilà. que C'est ça. c'est les habitudes Voilà. en fait qui font la force. Exactement, c'est de- les habitudes. de Même la pour chose. appuyer ça, je vais te donner un exemple. C'est pas un Africain. On parle souvent de Warren Buffett. Mais souvent, quand j'ai lu un peu l'histoire, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur lui, il est devenu riche. Mais en fait, au fond, les gens ne touchent pas réellement l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est quelqu'un qui a commencé très tôt, à 10 ans déjà à investir, et il a gardé ça dans le temps. C'est ça. Et quand tu évalues, je pense en 2020, 2021, on évaluait sa fortune, ça tournait autour de 85,4 milliards. Mais c'est à partir de la 50e année Oui. qu'il a C'est gagné ça, en fait 84,2 milliards, tu sais, 85,4. Oui. Voilà, oui. Plus de 50% de ça Exactement. est venu après 50 ans. Oui, intérêt composé long train. Bien, Voilà. bien entendu. Non, mais ça aussi, tu touches un point essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'interroge les gens, tout ce que moi je vois aujourd'hui, c'est stratégie à court terme. Je ne parlais même pas Voilà. de stratégie à moyen terme. C'est-à-dire que quelqu'un vient te voir, j'ai envie de faire un truc, je pense que ça va marcher. Mais en fait, il ne se voit pas dedans au-delà de 2 ans ou de 3 ans, même 5 ans. Ça, et toi tu le sais parce que tu es passé par le graphisme, toi tu le sais, tu es passé par la finance. Pendant les 5 premières années, tu apprends. Ouais. Pendant les 5 premières années, tu n'es pas encore dans le secteur Et tu encaisses. d'activité, tu apprends. Et donc, c'est le moment où tu fais le plus d'erreurs, c'est le moment où tu échoues, le plus de pertes. Exactement. Donc, en fait, je pense que c'est très important. Il faut avoir une vision à long terme que beaucoup de gens n'ont pas. En fait, et se dire, moi, je suis là par exemple, moi, à titre personnel, si un centre d'intérêt, une activité, ce que tu veux, je ne me vois pas rester dedans pendant 10 ans, je ne m'y essaie pas. C'est ça. C'est ça. Si c'est pas minimum 10 ans, c'est C'est que absolument important. je ne m'y essaye pas. Et puis, il y a quelque chose que moi j'ai relevé dans ce que tu dis. Tu dis que quand tu étais plus jeune, si tu savais, tu aurais fait plus tôt. C'est vrai que tu aurais fait plus tôt, mais tu n'es pas vieux. Non. Et surtout, tu n'es pas mort. Tu n'es pas encore Tu n'es mort. pas vieux. Surtout. En fait, quand je fais mon calcul de Ouais. manière grossière, hein, je pense que tu n'as pas encore 40 ans. Non. Et si tu vis correctement, si tu prends soin de toi, 90. tu fais du sport, tout, tu peux vivre Pourquoi banalement commencer le temps 70. Non, 90, même 90, ça va être la séance de vie. Tu peux atteindre banalement 90, C'est ça. 80 ans. Ouais. Ça va encore Tu 40 ans. sais ce que ça veut dire? Que tu as minimum 40 ans Attends, encore devant pour toi, appliquer après. tout ce que tu as appris. C'est vrai. Donc tu imagines jusqu'où tu peux aller en fait. Les gens, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens valorisent tellement le court terme que des Ouais. jeunes de 23 ans sont déjà convaincus de rater leur vie. Ça, j'ai entendu. Et c'est des choses qui, moi, me choquent. Oui, des jeunes de 23 grave, ans hein. parce qu'il y a des gens autour de lui qui ont acheté Mercedes, il pense qu'il a déjà raté sa vie à 23 ans. Même à 23 ans, ta vie n'a pas encore commencé. En fait. Non. C'est ça. Non, c'est ça qui est encore dans le starting block. Tu n'as encore. Moi, je dis souvent aux gens, et ça, c'est aussi un truc qui explique, genre, la vingtaine, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre. en La fait. vingtaine, objectivement, la Certains vingtaine, s'en sortent plus que d'autres c'est dans pour cette apprendre. période, mais c'est pour apprendre. C'est pour apprendre. C'est Tu as le apprendre. droit de faire toutes les erreurs. Et c'est pour ça que, moi, je le dis souvent, les entrepreneurs qui réussissent souvent, mais ce n'est pas les types qui commencent à 30, 40 ans, c'est les types qui commencent dans la Ouais. vingtaine parce que c'est l'âge où L'effet tu... cumulé En fait, la après. vie te permet d'être fou, de tenter des trucs, de te casser la gueule. Et ça aussi, beaucoup de gens ne le font pas. Donc, puisqu'on parle des petits investisseurs, Malik, aujourd'hui, Aga, est-ce que vous proposez des produits en direction de ces petits investisseurs? Est-ce que vous pensez concevoir des produits qui les ciblent? Mais bien sûr. Nos produits sont accessibles à, comme j'ai dit, avec 5 000 francs, vous avez déjà commencé. Mais là, tout de suite, nous sommes même en train de préparer une offre spéciale pour les femmes, Oui. pour l'autonomisation des femmes. Oui. Donc, nous sommes en train de préparer l'offre Lindo Tekwe, spécialement pour les femmes, les commerçantes. Nous serons dans quelques jours dans les marchés pour présenter cette offre-là à cette cible-là. Le but, c'est d'éduquer les femmes par rapport aux opportunités d'investissement qui existent en bourse et aussi de leur faire des conditions favorables qui leur permettront de prendre la décision plus facilement et de les aider dans le processus pour que ça puisse aller rapidement. Le but, c'est ça, c'est de les aider. Et
La finalité, c'est qu'on aura des femmes qui seront plus, plus conscientes de l'existence de ces opportunités-là. Elles auront la possibilité de se doter d'un matelas financier qui leur permettra de faire face au coûts à l'avenir, de financer des projets dans la durée. Et comme vous le savez, la sécurité sociale n'est pas vraiment développée dans nos pays, en Afrique subsaharienne. Donc, c'est aux individus eux-mêmes de mettre de l'argent de côté pour créer leur propre sécurité. Voilà. Et ça, c'est une offre que nous offrons également aux personnes physiques lambda. Voilà. Toute personne peut utiliser nos produits pour se doter elle-même de sa propre sécurité financière, de sa propre sécurité sociale, en fait. Donc, toi, tu es entrepreneur, toi, tu es en freelance, tu n'as pas de retraite. Nos produits sont très adaptés pour t'offrir à toi-même une retraite. Nous pouvons vous faire les simulations très facilement. Vous venez, c'est gratuit. Vous nous dites à quel âge vous prévoyez aller à la retraite, combien vous espérez avoir en poche au moment du départ à la retraite pour ne pas se retrouver à vivoter après avoir travaillé toute sa vie. Je ne souhaite cela à personne. Attendre les enfants. À entendre les enfants, tu vois. C'est pas vraiment quelque chose de souhaitable. Donc voilà, nous avons toute cette panoplie de conseils et d'offres pour vraiment tout le monde. C'est à la portée de toutes les bourses et ça résout pas mal de problèmes pour la majorité des gens. Alors, si vous nous suivez, notre conseil, c'est rapprochez-vous des équipes d'AGA. Ils ont des produits taillés sur mesure pour vous et c'est un engagement ferme. Ils veulent vous accompagner dans cette démarche-là. Merci. Alors, Firmin, je reviens vers vous. Et on a abordé ça tout à l'heure, mais on n'est pas l'impression. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche encore nos jeunes de se lancer sur ce processus-là quand on y pense bien? Ils sont jeunes, vous parliez tout à l'heure de l'avantage du temps, c'est qu'en fait, le temps devrait jouer pour eux. Mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de se précipiter vers ces opportunités-là? Je pense que c'est plus, là je vais tirer sur Malik, c'est plus que le manque en fait de campagne de sensibilisation à l'endroit en fait de cette cible. Non, mais c'est ce que nous sommes en train de faire là. Tu vois? Parce que quand les gens voient des agences comme AGA, la banque, en fait, c'est des choses de riches. C'est psychologique. S'approcher de Malik pour lui demander ça, pour lui, il dit, Malik, lui, déjà. En fait, pour moi, je pense que c'est vraiment ça, psychologique. On n'est pas éduqué dans ce sens-là et les gens voient que c'est vraiment. Donc, je pense que c'est les agences comme AGA le fait déjà à travers ces podcasts, de vraiment aller en bas de l'échelle, sensibiliser vraiment les jeunes, leur parler vraiment pour qu'ils puissent comprendre à fond. Il peut y avoir des jeunes qui ne comprennent pas à fond, mais qui vont se lancer juste comme ça et après vont découvrir les résultats. Je pense que ce type d'action, il faudra vraiment les multiplier. Et nous également, en tant que promoteurs, on va aussi organiser des séances à l'endroit de ça, voilà, inviter comme des structures comme AGA, voilà. Nous sommes ouverts. Non, mais après, en même temps, Malik, vous avez quand même quelques concurrents sérieux. Entre les systèmes de Ponzi, le trading, qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui vous disent 10% en une année, 15% en une année, est-ce que c'est de l'argent ça? Alors qu'en fait, vous et moi, on sait que c'est une performance. On sait que 15% à l'année, c'est une vraie performance. Donc, comment est-ce que vous expliquez ça? La question ne se pose pas. Hein. Celui qui est en train de dire que oui, il a son trading ici, il a son Ponzi là-bas, est-ce qu'il a fait ça sur les 10 dernières années de manière constante? Il ne l'a pas fait. Généralement, ça se casse la gueule, ça disparaît, et puis un nouveau apparaît. L'argent qu'on avait mis là-bas disparaît, et puis les gens sont toujours convaincus que cette fois-ci, ça sera la bonne. C'est comme en train de jouer à la loterie. C'est la même personne qui recrée un autre. C'est la même personne qui recrée un autre, et puis ils se font arnaquer. Parce que les gens sont convaincus que la solution, c'est de chercher une solution à court terme. Ils veulent un truc rapide tout de suite, et puis j'encaisse tout de suite. C'est tout le problème, en fait. C'est comme disent les Américains, a sucker is born every second. Qu'on peut traduire par un pigeon naît toutes les secondes. Toutes les secondes, un nouveau pigeon naît. C'est l'affaire qu'il y a toujours des gens. L'arnaque peut être la plus tordue possible. Il y a toujours des gens pour montrer l'hameçon. Donc, nous, on ne peut pas se fatiguer. On va toujours leur porter l'information comme on peut. Et bon, c'est vrai que je ne vais pas tirer sur ma propre maison,
c'est parce qu'aujourd'hui aussi, moi j'avais déjà dit récemment dans certains endroits, le marché financier régional ne fait pas suffisamment rêver les gens. On ne produit pas suffisamment de contenu autour de ce marché-là pour créer le rêve chez l'investisseur potentiel. Chez les investisseurs potentiels, parlons comme ça. Chez le grand public, on ne produit pas suffisamment de contenu pour faire rêver les gens. Et quand je dis créer de contenu, c'est en associant les créatifs, les écrivains pour faire des passages dans des livres, les scénaristes pour que ça sorte dans les téléfilms, les séries. On parle du marché financier dans une série. Mais la personne suit son feuilleton préféré. Actuellement, les feuilletons, il se passe, les feuilletons sénégalais là, sont très populaires. Marodi, TV, tout ça, sont très populaires. Et si dans le feuilleton, il y avait quelqu'un qui investit, qui a gagné gros sur le marché financier régional, la BRVM, tout ça, le message va se diffuser très rapidement en fait. Donc, il n'y a pas ce lobbying là qui est fait aujourd'hui. Le marché ne fait pas suffisamment rêver. Et c'est pour cela qu'il est autant méconnu. Bon, il y a beaucoup de travail qui se fait. Beaucoup de gens investissent, chacun de son côté. Je pense qu'au fil du temps, les initiatives vont s'agréger les unes aux autres et on va finir par avoir un bloc de plus en plus homogène et cohérent d'informations qui permettra après de mieux attirer les gens vers le marché. Donc, c'est peut-être un processus sur 5, 10, 15 ans. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que dans la zone UEMOA, presque tous les États ont inscrit l'inclusion financière, l'éducation financière dans leurs priorités. Parce qu'ils ont compris qu'il est temps de mettre l'accent sur la mobilisation de l'épargne locale, qui leur revient moins cher, plutôt que de tout le temps être en train de lever des fonds à l'international, des eurobonds, tout ça, voilà. Ils ont compris qu'il est plus intéressant de mobiliser l'épargne locale. Donc, tout le monde est déjà en train d'aller vers ça. Vous verrez, dans les mois à venir, de plus en plus, il y aura cela. Moi, je vais quand même mettre un bémol parce que la dernière IPO, les 2 dernières IPO qu'on a eues sur le marché sont quand même des entreprises béninoises, surtout la dernière. Et moi, je me suis retrouvé à expliquer à des gens pourquoi est-ce que c'était intéressant d'investir dans cette banque-là, parce que les fondamentaux sont solides, ceci, cela. Et je parle quand même de gens instruits qui ont un certain niveau. Donc, je me pose la question, comment est-ce que la communication a été faite en direction de ceux qui n'ont pas forcément ce niveau d'instruction-là et ne peuvent pas comprendre... Bon, tu sais, Paris ne s'est pas fait en un jour. Hein. C'est ça. Ça prend du temps. Et tu dis que c'est des gens instruits, mais dans leur curriculum, est-ce qu'on a parlé de ça? Non. Il y a beaucoup de gens ont fait de la maternelle jusqu'au master sans entendre parler du mot introduction en bourse. Bien sûr. Et je pense que c'est eux les plus nombreux. Oui, je crois bien. C'est vrai. Paris ne s'est pas fait en un jour. Excusez et permettez que ça prenne un peu de temps. Oui. Permettez que ça prenne un peu de temps. Vous êtes là quand même depuis 30 ans. 30 ans, c'est la moitié des indépendances. Tant à l'échelle du marché, quand tu parles, on aime souvent parler Nasdaq, tout ça, c'est des marchés qui ont 200, 300 ans. Hein. Oui. Donc, faut pas se mettre à comparer. Oui, mais il faut quand même commencer à copier en même temps, parce que si c'est en 200, 300 encore. Alors, restons sur le marché. Quels sont aujourd'hui les moteurs de croissance à surveiller en 2025, sachant que on a quand même les situations qu'on a avec les incertitudes, on a quand même le facteur Donald Trump. Ça dépend. Dans ma position de technicien, à moi, le facteur numéro 1 que moi je surveille, et ça ne concerne pas tout le monde, moi je surveille les chiffres de l'inflation. L'inflation dans les pays de la zone UEMOA, parce que c'est ce qui me touche directement, ça touche directement mon portefeuille. Et je surveille les taux directeurs de la Banque centrale, parce que cela a une incidence directe sur le coût du capital et à combien on place, ce qui a une incidence directe sur à combien je rémunère mes investisseurs. Voilà, donc ça c'est des moteurs vraiment très, comment je vais dire, très basique, oui. C'est très technique. Après, donc, en fait, j'ai déjà tout résumé, mais c'est des économistes qui comprendront mieux. Après, tu vois les chiffres de la consommation, le niveau des importations et exportations, c'est très technique tout ça, mais dans mon métier à moi, c'est les choses que je surveille pour prévoir mes tendances en termes de rendement des investissements que nous faisons. Alors, finalement, je me retourne vers vous, entrepreneur aussi, je le rappelle. Que diriez-vous à un jeune entrepreneur qui hésite à investir, faute de lisibilité sur les retours, qui dit que c'est parce que c'est un truc de riche, c'est trop compliqué, toutes ces histoires? Moi, je lui dirais juste de mettre pied dedans, même s'il ne comprend pas encore à fond,
comme on le dit toujours, en allant dedans, au fur et à mesure, il va mieux découvrir et de vraiment s'investir un peu dedans. Parce que souvent, c'est vrai, quand on démarre son activité, on ne commence pas à gagner, on est tellement concentré. Mais pour moi, c'est des véhicules en fait, qui nous permettent en fait, de s'assurer peut-être une réussite, de s'assurer peut-être une retraite ou une vie pleinement mieux après. Appétit vient en mangeant. Voilà. Et moi, j'aime exactement. beaucoup comment dire, cette tendance entrepreneuriale que Firmin a, c'est-à-dire, moi, je ne comprends pas encore, mais je me dis, il y a peut-être du potentiel là-bas, je tente pour voir. Non, mais ça aussi, il faut tenter pour voir. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que sous nos cieux... J'essaye, quoi. J'essaye. Et des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. J'ai appris quelque chose, j'avance. Moi, j'aime beaucoup c'est le principe. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que sous nos cieux, une entreprise ne te rendra pas riche, elle te permettra de dégager du capital. Ouais, c'est ce capital qui, bien investi, peut t'enrichir. Mais si tu penses que ton entreprise va t'enrichir, en tout cas, je parle parce que l'essentiel des entreprises, c'est quand même des PME. C'est quand même des PME. Je ne parle pas des grosses entreprises qui vont chercher les gros marchés. Oui. Mais la plupart du temps, c'est des PME. Et puis, il faut aussi qu'on cesse de rêver, effectivement, dans le vide. Parce que quand je regarde, depuis plus de 15 ans, on parle d'entrepreneuriat, tout ça. J'ai pas encore vu une jeune pousse devenir très gigantesque. C'est-à-dire, l'histoire à la Google, on a démarré dans le garage et puis on est 3 ans plus tard, on est en bourse. Oui, mais... J'ai pas encore vu ça dans notre zone. Hein. Oui, mais c'est pas... est-ce que c'est possible dans notre zone? Parce qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a l'écosystème voilà, qu'on ne rappelle pas. C'est-à-dire que le modèle même des startups est un modèle qui, pour un Africain qui n'a pas fait 3 repas par jour, peut paraître aberrant. Parce qu'en fait, le marché te donne de l'argent à brûler jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui puisse rapporter plus d'argent. Or, chez nous, en fait, tu n'as même pas la possibilité de te rater. C'est pour ça que tu as intérêt à connaître ton business et à faire un bon business. Et puis, pour même dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'entreprise qui ont l'argent liquide, mais quand tu leur proposes des choses, est-ce que ça ramène mon argent le lendemain déjà? Bien sûr. Oui, parce qu'ils sont dans ce modèle-là, en fait. Oui, tu vois. Donc, l'investissement, vraiment, c'est l'éducation. Justement. Il faut trouver l'argent. Ah oui, il ne faut pas jouer avec. Justement, quel rôle peuvent jouer l'éducation et l'accompagnement pour créer une vraie culture? Est-ce que, par exemple, on doit enseigner ça aux enfants depuis le primaire ou au secondaire? En fait, à quel moment est-ce que, parce que j'ai remarqué ça, c'est vrai, nous sommes des sociétés où on parle rarement d'argent. On ne parle presque rarement, on parle rarement d'argent, on parle vraiment de montant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire l'argent, mais si vous demandez par exemple à un Béninois combien est-ce qu'il gagne, on est dans les limites du secret défense. Ouais. Donc, en fait, on est comme des cultures où on ne parle pas beaucoup d'argent. Et donc, comme on n'en parle pas, je me dis peut-être que c'est ça qui fait que les gens sont à la merci d'un certain nombre d'arnaques. Ouais. Parce qu'en fait, au fond, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment ça marche, en fait. Donc, à quel niveau est-ce qu'on commence à parler d'argent aux gens dans notre système à nous? Donc, moi, j'ai entendu un ministre il y a quelques semaines dire, je ne sais plus si c'était au Bénin ou bien si c'était en Côte d'Ivoire, mais il disait qu'ils ont prévu créer des programmes d'éducation financière pour tout le cursus scolaire, de la maternelle jusqu'en terminale. Ça sera étape par étape. À chaque étape, il y aura des exercices, peut-être une matière, tout ça. C'est quelque chose dont nous, on n'a pas bénéficié. Et vraiment, je pense que ça sera un game changer. Hein. Lorsqu'on va mettre en place quelque chose de pareil, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer la face de nos pays dans les années à venir. Donc, moi, je pense que oui, c'est quelque chose qui doit être mis en place dès le bas âge, dès le plus bas âge. Les pédagogues vont créer le contenu en fonction des contraintes. Parce qu'on ne va pas enseigner à l'enfant de 5 ans de la même manière qu'à celui de 15 ans, à l'adolescent de 15 ans. Mais effectivement, comme je vous ai dit, les États sont de plus en plus orientés vers cette tendance. Donc, ne vous étonnez pas de voir dans les années à venir des programmes de ce genre-là. Alors, Firmin, en attendant que ça n'arrive, le jeune qui veut commencer aujourd'hui, comment est-ce qu'il fait? Moi, je pense qu'il faut... parce que quand je prends un enfant ou un adulte qui devient adulte, il sait faire suivant 3 aspects. C'est-à-dire, il y a l'éducation familiale, il y a la religion et il y a l'école. Je pense que dès le bas âge, c'est qu'il faut attaquer ces 3 aspects-là. Quand vous avez votre enfant, commencez par lui parler très tôt de la gestion de l'argent.
C'est aussi des notions qu'on n'a pas du tout connues, en fait. sûr. La gestion de l'argent. Moi, j'ai connu une fille qui avait travaillé avec moi. Quand tu lui remets 2 millions le matin, c'est qu'avant de prendre ça, c'est qu'elle a déjà la fièvre avant de lui retirer l'argent le soir. Ça dit que quoi? Pour elle, c'est assez énorme et elle a peur de perdre avant le soir. C'est un problème d'éducation. Bien sûr. Tu vois, donc, moi, je pense que la responsabilité, en fait, est partagée, que ce soit pour les parents, de commencer par vraiment apprendre à leurs enfants très tôt la notion, en fait, de l'épargne, la notion de la gestion surtout, et également aussi à l'école, également, si les promoteurs, même si les actions du gouvernement ou autres peinent à venir, c'est quand même, il y a quand même des passerelles que les promoteurs peuvent quand même utiliser pour permettre quand même aux enfants ou aux jeunes de commencer par vraiment s'essayer à la chose, s'éduquer sur l'éducation financière. Je pense que ça va vraiment, vraiment aider à ce qu'on aura une génération vraiment de gens qui comprennent un peu mieux par rapport à nous autres, dont on nous interdit même de parler. Sûr. Et vous, Malik, sur quel levier est-ce qu'on pourrait appuyer pour attirer plus d'investissements dans la zone UEMOA? La diversification des produits, créer des produits qui parlent de plus en plus aux gens, sur des supports qui parlent de plus en plus aux gens. Les gens sont déjà, contrairement à ce que beaucoup pensent, les Africains investissent. Ils investissent dans la terre. Oui, ça c'est la base. Ça commence là, tu pars de là. Là, je pense que le mouvement est quand même déjà en route. Mais c'est la voie à suivre, c'est la démultiplication des options. La démultiplication des options et ensuite peut-être les incitations des pouvoirs publics à travers des avantages fiscaux pour les entreprises, des abattements fiscaux, tu vois. Toute cette panoplie d'outils-là permettront, au bout d'un certain temps, participeront à démocratiser l'investissement dans la zone UEMOA. Alors, je vais terminer la même question pour vous deux. En quoi est-ce que c'est le bon moment pour investir en Afrique de l'Ouest? Le moment, c'est toujours maintenant, en fait. Le bon moment, c'est toujours maintenant. Tu poses une réponse. Non, pourquoi est-ce que ce serait maintenant, pas dans 10 ans, pendant... Parce qu'il y a toujours des excuses aussi. Ouais, parce qu'il y a 10 ans, c'était le bon moment. Et aujourd'hui, c'est encore le bon moment. Oui. En fait, c'est quelque chose de très simple parce qu'il y a 10 ans, quand je regarde le marché, tu vois les actions, par exemple, les trucs comme BOA. En 10 ans, c'est des actions qui ont été multipliées par 5, par 10. Tu vois? Mais pourquoi c'est encore le bon moment maintenant? Parce que dans les 10 prochaines années, ça va encore se multiplier. Et il y aura encore d'autres qui vont venir sur le marché. Tu vois, nous avons des newcomers qui sont venus là. BIC, LNB. Il y aura encore d'autres. Il y a 2 ans, ceux qui investissent dans Orange CI, ils sont très contents aujourd'hui parce qu'ils ont déjà pratiquement doublé leur capital. Donc en fait, c'est le moment d'investir. Et en fait, c'est toujours le bon moment. En fait. C'est toujours le bon moment. Il ne faut pas reporter. Le plus important, c'est de commencer. Et ensuite d'être discipliné dans la démarche. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de trop tard en fait. Quand vous recevez en fait un message qui vous parle, je pense qu'il faut agir. Je pense que qui est un jeune ou quelqu'un, peu importe son âge, nous suit aujourd'hui, moi je lui demande juste de ne pas se dire ok je vais étudier le doctorat en finance pour comprendre, non. Mais de commencer quand il met son argent, il va s'intéresser à la chose parce toujours qu'on la n'a pas fait de l'argent. Et là, il va s'éduquer à mieux comprendre. Donc, peu importe l'âge que vous avez, je pense que c'est le bon moment de démarrer. Et on va finir sur ces mots. Quand vous recevez le bon message, c'est toujours le bon moment d'agir. Et la bonne action, ce serait de vous rapprocher des équipes de l'Africaine de gestion des actifs qui sont disponibles, prêts à vous accompagner, à vous prendre par la main et rendre le parcours un peu moins difficile, un peu moins complexe, rendre donc la pente un peu plus douce. Et quant à moi, je vous retrouve le mois prochain avec d'autres intervenants pour des sujets tout aussi passionnants. C'était le rendez-vous des investisseurs de l'Africaine de gestion d'actifs. Merci.